Mercredi 18 septembre 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Lavari. Comment harmoniser les systèmes d'information, d'enregistrement, de profilage et de triage des éléments de la secte Boko Haram en reddition dans la région de Difa, au Niger? C'est à cet exercice que s'attellent depuis ce matin experts de la justice et de la sécurité de notre pays autour d'un atelier organisé avec la collaboration de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le résumé de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. Les cadres du ministère de l'Intérieur et ceux de la Justice sont en concertation pour voir comment harmoniser le système d'enregistrement, de profilage et de triage des repentis de Boko Haram dans la région de Difa. Une initiative des autorités soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Je dois rappeler qu'en tant que partenaire d'exécution, l'OIM est tributaire de l'intérêt de ses partenaires financiers et son action est limitée dans le temps. Donc plus précisément, les acteurs étatiques sont les seuls acteurs légitimes pour la réalisation de ce processus complexe et c'est pour cette raison que l'OIM a constamment cherché à s'assurer de l'appropriation de l'État au lieu de tenter de se substituer à lui. C'est dans cette optique que nous avons aidé le gouvernement du Niger à élaborer une stratégie qui se présente comme une chaîne qui commence par la réception et se termine par la réintégration. Espérons une réintégration réussie. Chaque élément de cette chaîne est importante, néanmoins, certaines phases sont plus complexes que d'autres et le profilage est certainement l'une des étapes les plus délicates. Conformément au programme national de prise en charge des éléments en reddition, nous avons commencé à expérimenter l'enregistrement, le profilage et le triage. Cette session d'échange et de partage rentre dans la droite ligne des actions entreprises par les autorités nigériennes pour créer les conditions de réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants de Boko Haram qui ont décidé de déposer les armes dans la région de Difa. Pour faciliter et accélérer la mise en œuvre de l'opération en cours, un programme national de prise en charge de la reddition des éléments de Boko Haram au Niger a été élaboré en juin 2018 avec l'appui de l'OIM. Comme pour joindre l'utile à l'agréable, le ministère de l'Intérieur a organisé 2 ateliers de partage sur le financement de l'OIM, dont le premier avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, accompagnant la reddition pour créer une synergie d'action dans leur intervention sur le centre, et le second à l'intention des acteurs locaux de DIFA pour internaliser davantage le dit programme. En effet, parlant du programme national, il s'articule en 5 phases que sont la communication, la reddition et la réception, l'enregistrement, le profilage et le triage, la réhabilitation, la réconciliation et la réintégration. Nos présentes assises s'intéressent exactement à l'étape de l'enregistrement, du profilage et du triage, et ce en étroite relation avec les normes nationales, régionales et internationales dans sa démarche. Cet atelier vise donc à lancer les bases de procédures opérationnelles standards sur la méthode d'enregistrement et de détermination des statuts des personnes en reddition. La Commission électorale nationale indépendante permanente, la CENI, veut se doter d'une politique institutionnelle sur les questions de genre, de jeunes, mais aussi d'handicap. Elle effectue donc dans ce cadre depuis ce matin un atelier d'élaboration de la dette politique avec le soutien financier de ONU Femmes et de l'organisation internationale AFS. Je vous propose de suivre à cet effet le résumé de la cérémonie d'ouverture de l'atelier qui est consacré à l'élaboration de cette politique institutionnelle de la CENI en matière de genre, de jeunes et de questions d'handicap avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hariata Salah. Le genre, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap ne seront pas laissés à l'atteindre le processus électoral au Niger. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI a décidé à travers ce présent atelier d'élaborer une politique institutionnelle au profit de ces franges de la population. Cependant, les 2 institutions internationales, à savoir ONU Femmes et AFS, qui appuient la CENI dans cette initiative, soulignent l'intérêt de leur accompagnement. C'est vraiment essentiel que nous prenions compte de cet aspect primordial dans les élections, car les femmes, c'est 50% de la population. Mais souvent, les femmes connaissent des obstacles ou des défis particuliers qui doivent être pris en compte dans l'organisation des élections dès le début. Donc, dès l'enrôlement,
jusqu'au dernier jour du scrutin. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour élaborer une stratégie pour cette question. La CENI, la commission électorale, commence dès maintenant à travailler sur le processus et c'est très important que les femmes soient là, que les femmes du Niger soient présentes dans les fichiers biométriques, soient et les cartes pour exercer les droits de vote. Et pour ça, la Commission nationale électorale indépendante a compris très bien les besoins de créer une stratégie, une politique institutionnelle interne pour s'assurer que dans toutes les étapes du processus, les femmes seront présentes. Pour sa part, le vice-président de la CENI a exhorté les participants à faire une réflexion approfondie afin d'élaborer une meilleure politique institutionnelle sur le genre, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap. Les femmes représentent une frange très importante de la population nigérienne, mais aussi et surtout de l'électorat nigérien. Donc, de ce point de vue, une commission électorale ne peut pas organiser des élections, ne peut pas élaborer un fichier électoral biométrique sans tenir compte de l'intégration des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap. C'est aussi l'expression de notre engagement sur la mise en œuvre de toutes ces thématiques. C'est la raison pour laquelle ces deux ateliers renforceront les capacités des membres et du personnel de la CENI et leur permettront d'être très attentionnés dans la mise en œuvre de cette politique sur la question genre. Avant de finir, je tiens à remercier AFS et ONU Femmes pour leur contribution, pour l'accompagnement qui ne cesse d'apporter à la CENI dans le cadre de la mise en œuvre de la question genre dans la gestion du cycle électoral. À travers ces différentes rencontres et ou ateliers, la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est lancée dans une dynamique visant à intégrer toutes les couches de la population dans le processus électoral. La situation des élèves et étudiants boursiers de l'État dans les établissements d'enseignement privés, professionnels et techniques au centre ce matin d'une déclaration des responsables des 10 établissements. L'État n'honore pas en effet à temps ses engagements vis-à-vis de ces établissements d'enseignement professionnel, technique et privé. Et les fondateurs de ces différents centres d'enseignement ont tenu à rappeler cela à l'État dans cette déclaration résumée ici pour nous par Sadou Doumi et Adam Soumana. L'ensemble des associations de fondateurs d'établissements privés se retrouvent ainsi en conclave pour se pencher sur la situation socio-académique qui prévaut en leur sein. Vu la Constitution du 25 novembre 2011, vu la loi 98-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien, vu la loi numéro 2015-22 du 23 avril 2015 portant sur les principes fondamentaux de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger, vu l'ordonnance 035 du 19 juin 1996 portant réglementation de l'enseignement privé au Niger, vu le décret 96-210 du 19 juin 1996 portant modalité d'application de l'ordonnance 035, vu le harcèlement des créanciers, notamment les banques, les enseignants, les PAT et les bailleurs dont les fondateurs des institutions privées d'enseignement sont victimes au quotidien, considérant les multiples rencontres organisées entre les bureaux des associations et les ministères en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et celui des enseignements professionnels et techniques. Considérant le non-respect des engagements pris par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de payer une partie des montants chaque semaine, conformément au protocole d'accord signé avec les fondateurs des établissements privés. Considérant le non-paiement des frais de scolarité des apprenants par le ministère des enseignements professionnels et techniques, malgré les engagements qui ont été faits depuis le mois de juillet. Ainsi, après une analyse pertinente de la situation, les fondateurs des établissements privés disent déplorer avec amertume que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et celui des enseignements professionnels et techniques n'ont pas honoré leur engagement. Décidons non seulement de la suspension systématique de toutes les tâches administratives
et de la rentrée académique 2019-2020 à tous les étudiants et élèves boursiers de l'État. Certificat de scolarité, relevé de notes, attestation, rapport de stage soutenance et diplôme. À compter de la date de la publication de la présente déclaration, mais aussi et surtout de l'arrêt de toutes les sessions en cours à compter de la date de la diffusion de cette déclaration jusqu'au paiement intégral de tous les arrêts des frais de scolarité au titre des années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. Les associations des fondateurs des établissements privés restent disposées aux négociations afin de trouver une solution heureuse à cette situation. Il urge que les autorités au plus haut sommet de l'État trouvent une solution idoine à cet épineux problème qui risque de compromettre l'avenir de nombreux concitoyens. Une délégation des responsables du port sec de Kaduna en République fédérale du Nigeria a récemment séjourné dans notre pays. Au cours de son séjour, cette délégation a eu notamment des rencontres avec les responsables du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT. La fin de leur séjour au Niger a été sanctionnée par une rencontre entre les deux délégations nigériennes et nigérianes. Donc, le résumé de cette rencontre avec nos reporters Chebou Guisso et Nafisa Zakou. Cette rencontre marque la deuxième et dernière journée de la réunion d'échange entre le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics CNUT et la délégation du port sec de Kaduna au Nigeria. Cette réunion offre l'opportunité au port sec de Kaduna d'être le plus proche du Niger que les ports des autres pays voisins. Après la lecture du rapport final de la première journée par le représentant du CNUT Lagos, le directeur général du CNUT a salué cette initiative qui vise à réactiver le corridor Niger-Nigeria tout en espérant que des dispositions responsables soient prises pour l'intérêt de chacun. Je suis heureux aujourd'hui que les discussions avec le port de Kaduna sont aujourd'hui une réalité et nous pensons que le port de Kaduna prendra en compte les préoccupations des chargeurs nigériens parce que nous sommes convaincus que nos problèmes ne peuvent se régler que dans le cadre d'une coopération bilatérale, mais que nous sommes convaincus aussi que la coopération bilatérale a besoin de support. Les conclusions de nos travaux doivent être une solution aux problèmes que nous rencontrons sur les différents corridors. Et elles doivent être aussi le déclenchement de l'opérationnalisation du corridor Nigeria-Niger. Quant au directeur général du port sec de Kaduna, il s'est dit ravi du climat qui a prévalu durant ces 2 jours de travaux, tout en rassurant le CNUT qu'ils mettront tous les moyens nécessaires pour que les chercheurs nigériens utilisent désormais le port sec de Kaduna. Monsieur le directeur général, nous sommes ici pour discuter des points d'intérêt commun pour nos deux pays. Bon, bien sûr, les raisons économiques, mais au-delà des raisons économiques, nous pensons aussi renforcer les relations culturelles et bien d'autres. L'une des causes légitimes que nous avons d'être satisfaits, c'est que la réunion à laquelle nous avons pris part ne met pas en avant uniquement nos profits. Il faut noter qu'une mission de sensibilisation sera menée par le directeur général du port sec de Kaduna à l'intention des chercheurs de l'intérieur du pays, notamment ceux du Tawa, Zander et Maradi. Voilà, pour refermer ce journal, nous vous proposons un dossier sur la perception qu'ont certains citoyens nigériens de la démocratie actuellement dans notre pays. C'est un dossier signé par Ali Sissé Ibrahim. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. Au tournant de la conférence nationale de 1991, les Nigériens étaient contents de tourner la page des longues années du régime d'exception du feu président Seni Kunce. Avec l'avènement de la démocratie, les populations se sont mises à rêver d'une bonne vie dans laquelle on trouvera la justice sociale, la liberté d'expression, la sécurité, un bon système éducatif, etc. Mais avec le temps qui passe, l'illusion est tombée. Si certaines personnes trouvent que notre démocratie marche, beaucoup d'autres estiment que c'est le contraire. Et la démocratie, en tant que telle, on dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple.
À partir de là, on parle de volonté populaire. Et la volonté populaire, comme le dit Montesquieu, ne peut se réaliser que par la séparation stricte des pouvoirs. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Ce qu'on constate au Niger, il y a certes la séparation des pouvoirs dans la forme, mais le fond tâtonne jusqu'à preuve du contraire, puisque toute expérience n'est pas facile. C'est une façon de vivre des Européens qui nous ont imposé. Il est tout à fait normal à ce qu'on constate des dérives un peu partout, mais ça évolue plus ou moins. Vraiment, maintenant, la démocratie, là, ça ne va pas. Pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, si tu parles, on t'attrape, on te frappe. Si on dit une démocratie, tu vas parler, mais tu vas parler pour voir ce que tu vas dire. Mais il ne faut pas parler ce qui n'est pas bon. Mais la démocratie, fisbillah, maintenant, ici au Niger, ça ne va pas. Fisbillah, ça ne va pas. Ce qu'on veut, on veut que l'État va s'entretenir pour faire effort, que le Nigérien ne souffre pas. D'après moi, ça n'existe vraiment pas. Parce que les gens n'appliquent pas. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Maintenant, les gens n'appliquent réellement pas cette liberté d'expression. Alors, face à l'imbroglio démocratique que nous vivons, l'acteur de la société civile Nuhu Arzika précise ce que doit être une véritable démocratie. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on prend la situation de notre pays par rapport à la démocratie, et nous avons dit qu'on va parler qu'il y a complot et paradoxe. Voilà ce que la démocratie dit. Voilà ce qu'elle autorise, ce qu'elle permet comme possibilité. Et voilà comment les gens s'organisent à comploter pour que ça ne soit pas comme ça. Et cela est valable partout où elle est censée s'appliquer, que ce soit au niveau politique ou même au niveau social. Parce que vous savez, nous avons opté au Niger pour le pluralisme. En optant pour le pluralisme, ça veut dire que nous avons accepté qu'il y aura la démocratie au plan politique, et il doit avoir la démocratie au plan social, il doit avoir la démocratie au plan économique, il doit avoir la démocratie au plan culturel. Et tout ça, ce sont des atouts que la démocratie est censée nous garantir. La démocratie est le système de gouvernance consacré par notre loi fondamentale. Revient dès lors aux citoyens et aux dirigeants de se conformer au strict respect des règles imprimées par la démocratie.